En France, en 2023, le salaire moyen annuel des femmes était inférieur à celui des hommes d'environ 22,3% dans le secteur privé. Ce sont les chiffres de l'INSEE. L'INSEE nous dit que cet écart de salaire est lié au fait que la plupart du temps, les femmes occupent des emplois à temps partiel et lorsqu'elles n'occupent pas des emplois à temps partiel, elles ne travaillent carrément pas durant une partie de l'année. C'est-à-dire que les femmes, le plus souvent, travaillent par intermittence. Et donc, c'est ce qui justifie, dans un premier temps, ces écarts de salaire. Ensuite, l'INSEE nous dit qu'à temps de travail identique, le salaire annuel moyen perçu par les femmes est inférieur à celui des hommes d'environ 15%, 14% et des brouettes. Et donc, si lorsque nous ne travaillons pas, lorsque nous ne fournissons pas la même quantité de travail que ces messieurs, le salaire que nous percevons est inférieur au leur d'environ 23%, et lorsque nous travaillons, que nous fournissons la même quantité de travail que le salaire que nous percevons est inférieur au leur d'environ 15%, ça veut quand même dire que nous ne gagnons pas les mêmes sommes que ces messieurs. D'accord? L'INSEE nous dit par la suite que cet écart de salaire a tendance à s'aggraver avec le temps. C'est-à-dire que lorsque nous intégrons le marché du travail vers l'âge de 25 ans, puisque pour ceux qui ont eu un cursus normal, vous avez 3 années de licence, 2 années de master, bon, si vous voulez aller jusqu'au doctorat, voilà, vous avez 3 années encore jusqu'au doctorat. Globalement, ça fait 8 années d'études. Et donc, on arrive sur le marché du travail aux environs de 25-26 ans pour ceux qui ont fait un doctorat et un peu plus tôt pour ceux qui n'ont pas fait de doctorat. Donc l'INSEE nous dit qu'à l'âge de 25 ans, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes est d'environ 4%, 4,3%. C'est-à-dire que le salaire que les femmes perçoivent est inférieur à celui des hommes d'environ 4,3%. Mais cet écart s'aggrave avec le temps. Parce que lorsque nous atteignons l'âge de 60 ans ou plus, le salaire annuel moyen perçu par les femmes est inférieur à celui des hommes d'environ 23%. C'est là que le problème arrive. Le problème arrive avec le temps. Au départ, nous gagnons sensiblement les mêmes sommes que ces messieurs. Mais pour des raisons qui sont diverses et variées et que je prendrai le temps d'aborder dans cette vidéo, l'écart s'aggrave avec le temps. Tout ceci me pousse à me poser un certain nombre de questions. Nous avons vu récemment l'émergence des tradwives aux États-Unis. Ce sont des femmes traditionnelles qui restent à la maison, qui gèrent le foyer, qui gèrent le ménage, qui s'encombrent seules de toutes ces considérations prosaïques qui sont liées à la vie courante. Et pendant ce temps, l'homme va chercher l'argent pour subvenir aux besoins de son foyer, aux besoins de ses enfants, aux besoins de sa femme. Et donc, beaucoup de jeunes filles, finalement, commencent à envier ce rôle. Beaucoup de jeunes filles se disent qu'elles préfèrent finalement être entretenues, qu'elles préfèrent finalement rester à la maison à s'occuper de toutes les tâches du quotidien pendant que l'homme va aller chercher l'argent pour subvenir à ses besoins. Certaines même se targuent de ne pas accepter le 50-50 parce que pour elles, le 50-50, ne pas pratiquer le 50-50, c'est rester à la maison à gérer toutes les tâches du foyer sans rien payer pendant que l'homme va travailler pour ramener de l'argent à la maison. Et donc ces femmes, dans leur tête, elles se disent, tant que c'est lui qui travaille et qui ramène de l'argent à la maison, qui paye tout, et que moi je ne paye rien, je ne fais que le ménage, je fais à manger, je gère les enfants, et lui quand il rentre, il met les pieds sur la table. Et ces femmes-là se disent, lorsque nous procédons de cette façon, nous ne faisons pas du 50-50. Parce qu'elles se disent que aller travailler pour payer les charges du foyer, c'est faire du 50-50. Ça, c'est quand même assez vicieux parce que les hommes ont réussi à faire croire aux femmes que ne rien payer, mais gérer toute seule la maison, c'est ne pas faire du 50-50. Là, pour le coup, là-dessus, ils ont vraiment bien réussi leur piège. C'est assez incroyable. Mais bon, c'est un sujet que j'aborderai un peu plus tard dans la vidéo. Donc, ce que je disais, c'est que toutes les informations que je viens de vous exposer me poussent à me poser un certain nombre de questions. Je me demande comment font les femmes qui envient le rôle de tradwives pour ne pas comprendre
qu'à l'heure où les inégalités salariales entre les hommes et les femmes s'aggravent avec le temps, comment peuvent-elles aspirer à se remettre dans une situation de dépendance financière vis-à-vis des hommes? Parce que finalement, ce rôle de tradwives, de tradwife plutôt, voilà, au singulier, ce rôle de tradwife, qui peut être perçu comme une forme de confort, n'est, de mon point de vue, qu'une nouvelle façon finalement de perpétrer les schémas d'inégalité structurelle entre les sexes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire. Pendant que la femme reste à la maison, à s'encombrer seule finalement des considérations prosaïques, à porter seule la charge mentale de la vie du foyer, l'homme, lui, s'élève en société. L'homme, lui, accroît son pouvoir financier. Celui de la femme, en revanche, décroît, puisque moins elle travaille, moins elle a d'argent, moins elle reste à la maison à gérer le foyer, moins elle a de pouvoir financier. D'accord? Et donc, elle est dans une situation de dépendance financière vis-à-vis des hommes. Vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de l'homme avec lequel elle est, puis de manière générale vis-à-vis des hommes. Et donc, je me demande si cette situation de dépendance financière qui est perçue comme un confort ne serait pas plutôt une prison dorée. Parce que finalement, une femme qui porte seule la charge mentale, une femme qui renonce à son autonomie, une femme qui porte seule les considérations prosaïques de la maison, une femme qui ne gagne rien du tout, parce qu'il faut dire ce qui est, lorsque vous êtes à la maison à gérer toutes ces tâches, vous n'avez aucun salaire. Le salaire, c'est le sourire de vos enfants et la reconnaissance de votre mari. Et encore, donc finalement, lorsque vous vous mettez dans cette situation, est-ce que vous ne vous mettez pas dans une forme de servitude déguisée? Non? Bon, c'est en tout cas la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Je m'appelle Mrs. D. Je vous apprends à gouverner votre vie avec audace et grâce. Prenez place. Pour commencer, je vais vous présenter quelques chiffres clés. D'accord? Donc, je vais regarder de ce côté, parce que de ce côté, j'ai les chiffres que j'ai l'intention de vous présenter. Donc, 90% des aides à domicile sont des femmes, 88% des infirmiers sont des femmes, 97% des secrétaires sont des femmes, 90% des caissiers du commerce de détail sont des femmes. Voilà quelques chiffres clés selon l'INSEE. D'accord? Et donc, loin de moi, vraiment loin de moi l'intention de mépriser ou de dévaloriser ces métiers, hein, et je ne le dis pas par démagogie, vraiment je le pense, mais il faut dire ce qui est, ces métiers ne sont pas les mieux rémunérés. Et nous constatons que beaucoup de femmes exercent ces métiers. Ce ne sont pas les métiers les mieux rémunérés, ce sont quand même des métiers assez prenants, assez pénibles, et pourtant, la plupart du temps, ce sont les femmes qui occupent ces métiers-là. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter les métiers les mieux rémunérés, hein, ainsi que la proportion des femmes qui accèdent à ces métiers. Donc, je vais encore regarder de ce côté. Donc, parmi les métiers les mieux rémunérés, il y a les cadres dirigeants d'entreprise. Pour un salaire annuel net moyen supérieur à 100 000 euros, on y trouve 25% de femmes. Les médecins spécialistes, pour un revenu annuel net moyen autour de 85 000 euros, on y trouve 30% de femmes. Les pilotes de ligne, pour un salaire annuel net qui avoisine les 75 000 euros, on y trouve 10% de femmes. Les cadres de services financiers et bancaires, pour un salaire annuel net moyen d'environ 70 000 euros, on y trouve 35% de femmes. Et puis, on a les ingénieurs et les cadres techniques de l'informatique. Pour un salaire annuel net moyen qui est autour de 60 000 euros, on y trouve 20% de femmes. Et nous avons les notaires et les avocats pour finir. Pour un salaire annuel net qui varie entre 60 000 et 80 000 euros,
on y trouve 50% de femmes. Voilà, lorsque les métiers sont rémunérateurs, lorsqu'ils rémunèrent bien, on y trouve très peu de femmes. En revanche, lorsqu'ils rémunèrent peu, on y trouve beaucoup de femmes. Voilà. Alors, quelle est la raison de la faible rémunération des femmes? En tout cas, en France, et je pense d'ailleurs que de manière globale dans le monde, c'est un mélange de plusieurs éléments qui vont être structurels, culturels et économiques. Je vais vous énumérer, hein, selon des sources fiables, hein, notamment l'INSEE, la DARES et Eurostat, hein, selon ces trois sources, les causes de la faible rémunération des femmes. Et donc, encore une fois, je vais regarder de ce côté. Donc, selon l'INSEE, la DARES et Eurostat, les causes de la faible rémunération des femmes sont, en premier lieu, le temps partiel. C'est une cause que j'ai déjà évoquée plus tôt dans cette vidéo. Les femmes sont très nombreuses à occuper des emplois à temps partiel et donc forcément, cela va avoir une incidence sur leur capacité financière. Et le fait également qu'elles travaillent par intermittence va également avoir une incidence sur leur situation financière. D'accord? Donc, la DARES, ces trois sources nous disent que les femmes occupent plus souvent des emplois à temps partiel que les hommes, ce qui réduit leur revenu global. Cette situation est souvent liée à la prise en charge des responsabilités familiales, toujours les responsabilités familiales. Donc, en 2021, ces trois sources nous disent que le revenu salarial moyen des femmes était inférieur de 24% à celui des hommes dans le secteur privé, en partie en raison de ces différences de volume de travail. Donc les femmes, souvent, elles sont à temps partiel ou travaillent par intermittence, tout simplement parce qu'elles sont seules à s'encombrer des considérations prosaïques liées au quotidien. Elles sont seules à porter la charge des tâches domestiques, elles sont seules à porter la charge mentale, et donc forcément, elles travaillent moins. La deuxième raison, c'est que les femmes se concentrent dans des secteurs moins rémunérateurs. C'est également un sujet que j'ai déjà évoqué, une raison que j'ai déjà évoquée en amont. Voilà, elles sont surreprésentées dans des secteurs qui ne sont pas très bien rémunérés, tout simplement. La troisième raison, il y a le fait que les femmes accèdent moins aux postes à responsabilité. Mais il faut dire ce qui est. Comment voulez-vous que les femmes accèdent aux postes à responsabilité lorsqu'elles sont seules à porter la charge mentale? D'accord? Lorsqu'elles sont seules à mobiliser les ressources de leur cerveau pour trouver des solutions aux problèmes du quotidien. C'est normal qu'elles accèdent moins aux postes à responsabilité. Là où un homme va peut-être rester au travail jusqu'à 21h, 22h, lorsqu'il va rester au travail, lorsqu'il va être performant au travail parce qu'il n'a rien d'autre à penser, la femme doit penser qu'à 16h, il faut récupérer les enfants, la femme doit se demander ce qu'on va manger le soir, et bien forcément, elle mobilise son temps de cerveau pour des choses qui sont inutiles. Bon, inutiles, on dirait manger, ce n'est pas inutile, mais elle mobilise quand même son temps de cerveau pour des choses qui ne sont pas lucratives. Là où l'homme, lui, mobilise son temps de cerveau pour des choses qui sont lucratives. Donc forcément, au travail, la femme va avoir tendance à être moins performante et donc elle accédera moins aux postes à responsabilité parce que ce sont des postes qui demandent quand même une certaine disponibilité. Il faut dire ce qui est. Voilà. La quatrième raison, ce sont les discriminations salariales persistantes. Mais encore une fois, ce qui peut être perçu comme une discrimination salariale peut parfois être justifié. Ne venez pas attraper ma veste, je vais étayer mon propos. La femme va avoir tendance à prendre parfois un congé parental, au-delà du congé maternité, parce que le congé maternité, c'est le congé que la femme prend pour donner naissance, hein, donc 16 semaines. La femme va s'absenter pendant 16 semaines. D'accord? Et une fois qu'elle va donner naissance, elle va peut-être s'absenter pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps que l'enfant commence l'école. Donc tout cela, elle fait que forcément, elle va être sujette à une discrimination salariale, puisque l'augmentation va être liée à la performance, et que la femme le sera moins, parce que, encore une fois, elle va plus se concentrer sur son foyer que sur son travail, et bien forcément, elle aura moins d'augmentation. C'est logique, mais c'est vicieux. C'est vicieux lorsqu'on connaît les raisons sous-jacentes comment dire, à cette faible performance de la femme. Voyez? Donc, la cinquième raison,
c'est l'impact des interruptions de carrière qui vont être liées à la maternité. C'est une raison que j'ai déjà évoquée. La femme donne naissance et pendant 16 semaines, elle n'est pas au travail. Ça, c'est 16 semaines uniquement lorsqu'elle ne prend pas de congé parental. Et même, je vais aller plus loin, il y a des femmes qui sont très malades pendant la grossesse. Et donc, pendant tout ce temps, elle est moins performante et moins disponible au travail. Donc, forcément, on la voit moins, on la rémunère moins, on la récompense moins. Voilà. Sixième raison, ce sont les inégalités qui sont croissantes hein, avec l'âge. Bon, ça, c'est un sujet que j'ai déjà évoqué. Voilà. Septième raison, nous allons avoir l'impact psychologique et symbolique. Pourquoi je parle d'impact psychologique et symbolique? Parce qu'en fait, la femme, étant donné qu'elle est moins rémunérée que l'homme, étant donné déjà qu'à la maison, elle travaille pour rien, c'est quelqu'un qui ne sait pas négocier son salaire. Les femmes, de manière générale, négocient très mal leur salaire. Elles se contentent parfois de ce qu'on leur donne. Là où les hommes vont avoir tendance à négocier, là où les hommes vont avoir tendance à vouloir augmenter leur salaire, la femme va prendre ce qu'on lui donne. Mais de toute façon, parce que déjà, c'est quelqu'un qui travaille gratuitement. Elle travaille à la maison, elle travaille au travail, elle travaille en plus à la maison contre zéro rémunération. Donc forcément, c'est quelqu'un qui ne sait pas négocier son salaire. Voyez, et tout cela va contribuer à la faible rémunération de la femme. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. La femme est moins rémunérée. Et comme elle est moins rémunérée au travail, eh bien, elle a moins de pouvoir de décision à la maison. Et comme elle a moins de pouvoir de décision à la maison, elle va s'encombrer toute seule de la charge mentale et des tâches domestiques. Et comme elle va toute seule s'encombrer de ces tâches-là, elle va être moins performante au travail. Et elle va d'ailleurs estimer que c'est normal qu'elle soit moins rémunérée. Donc en fait, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Elle est moins payée, donc elle n'a pas de pouvoir chez elle, donc elle fait plus de tâches, donc elle a moins de temps pour son travail, donc elle est moins payée. Vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Et ça va avoir un impact sur sa confiance en elle, sur son estime de soi. Vous voyez, elle va avoir tendance à se dévaloriser parce que de toute façon, personne ne valorise vraiment ce qu'elle fait. Et donc tout ceci va véritablement freiner la progression de la femme d'un point de vue professionnel. Les chiffres de l'INSEE sont clairs. Malgré un niveau d'études souvent supérieur, les femmes accèdent moins fréquemment au poste de cadre. D'accord? Parce que le poste de cadre, c'est un poste qui est très exigeant. C'est un poste où il ne faut parfois pas compter ses heures et malheureusement, la femme ne peut pas se permettre de ne pas compter ses heures. Et en 2017, seulement 15% des femmes en emploi étaient cadres contre 21% des hommes. Il est indéniable que c'est dû au fait que la femme doit avoir des doubles journées. Elle travaille au travail, elle travaille également à la maison. Et donc, tout cela va conduire à une forme de précarité pour la femme. La vie de la femme dans cette société, hein, dans cette société patriarcale dans laquelle nous vivons, c'est le serpent qui se mord la queue en permanence. En réalité, elle ne gagne pas grand-chose au travail. Avec le temps, avec les maternités, elle gagne de moins en moins que l'homme. Et en plus, étant donné qu'elle gagne de moins en moins que l'homme, elle a moins de pouvoir de décision chez elle. Et donc, naturellement, ce sera à elle, par exemple, de prendre un congé parental. Ce sera à elle de travailler moins. Ce sera à elle de rentrer tôt à la maison pour gérer le foyer. Ce ne sera jamais à l'homme de le faire puisque l'homme, lui, a le pouvoir financier. Vous voyez, il a pour lui l'avantage financier. Voilà, tout cela va conduire à la précarité de la femme. Et donc, la femme va avoir tendance à gagner de moins en moins, à réduire sa rémunération avec le temps, là où l'homme, lui, va gravir les échelons, va continuer voilà, d'augmenter son pouvoir financier. La femme, elle, va réduire son pouvoir financier. Elle va être obligée de se contenter de petits boulots. Ce n'est pas pour mépriser que je le dis de cette façon, de petits postes où elle va pouvoir faire du temps partiel parce elle doit être de plus en plus disponible pour le foyer. L'homme, lui, a ce pouvoir financier qui lui permet d'avoir également un grand pouvoir chez lui à la maison. Donc, il va considérer, par exemple, que faire le ménage, ça ne peut pas, comment dire,
ce n'est pas une tâche, que le ménage n'est pas une tâche qui lui incombe parce que lui, il rapporte l'argent, il paye les factures, donc le ménage, ce n'est pas à lui de le faire. Lorsque l'homme rentre à la maison, il met les pieds sur la table. La femme, comme elle ne gagne pas grand-chose, elle doit courir pour rentrer à la maison rapidement pour préparer le repas du soir, pour s'occuper des enfants. En plus, on lui a dit qu'elle avait l'instinct maternel à cette femme. Donc, étant donné qu'elle a l'instinct maternel, il lui appartient de quitter tôt son travail pour aller chercher les enfants à l'école, pour s'en occuper. Après l'école, elle va préparer le repas pour les enfants, mais bon, s'il y en a pour les enfants, il y en a pour le père. Elle va faire en sorte que la maison soit propre, parce qu'il faut que tout le monde vive dans une maison propre. L'homme, lui, va rentrer du travail, mettra les pieds sur la table. Voilà, parce qu'il a pour lui le pouvoir financier. Le pouvoir financier qu'il peut se permettre d'avoir parce que justement la femme a décidé de renoncer au sien. C'est vicieux, n'est-ce pas? Et donc, avec tous ces éléments, vous voyez à quel point c'est dangereux d'aspirer à être une tradwife. Vous voyez à quel point c'est dangereux de vouloir se remettre dans une situation de dépendance financière vis-à-vis de l'homme. Parce que lorsque je regarde les chiffres de l'INSEE, ça me fait froid dans le dos. 39%, d'accord, des familles monoparentales qui sont dirigées par les femmes vivent sous le seuil de pauvreté. 39%. C'est énorme. Et c'est affolant, c'est effrayant. En réalité, la femme, lorsqu'elle est dans une situation de dépendance financière vis-à-vis de l'homme, prend un risque. Elle s'expose à la possibilité de vivre une vie de misère et de supplice. Vraiment, parce qu'il suffit que ce monsieur se réveille un matin et réalise que vous n'êtes plus assez jolie, que vous n'êtes plus assez jeune pour que vous vous retrouviez dans la précarité, vous et vos enfants. D'accord? Parce que les hommes, lorsqu'ils décident de s'en aller, pour peu qu'ils trouvent une femme qui leur susurre à l'oreille que leur ex doit pouvoir gérer toute seule le foyer, d'accord? Qu'elle doit pouvoir gérer toute seule les enfants, qu'elle doit pouvoir payer toute seule pour les enfants, pour peu qu'ils trouvent une femme qui leur susurre cela à l'oreille, ils vous laissent tomber. Ils vous laissent tomber, ils oublient leurs enfants. Il y a des hommes qui s'occupaient très bien de leurs enfants, enfin très bien, qui s'occupaient relativement bien de leurs enfants lorsqu'ils étaient mariés à leur épouse, et dès qu'ils ont divorcé, les enfants et l'épouse n'existent plus. C'est assez fréquent. Combien de femmes saisissent le juge aux affaires familiales pour qu'il enjoigne le père à payer sa pension alimentaire? Elles sont nombreuses. Parfois, il faut carrément aller faire des saisies sur salaire pour qu'un homme paye la pension alimentaire. Et donc, dans ce monde où il existe toutes ces réalités, je ne peux pas comprendre qu'une femme aspire à se mettre dans une situation de dépendance financière vis-à-vis d'un homme. Je ne peux pas le comprendre. Il y a véritablement un mythe de la femme entretenue qui est véhiculé aujourd'hui par les réseaux sociaux, par ces tradwives. Oui, il y a un mythe de la femme entretenue. Ce serait une femme privilégiée, ce serait une femme dans son énergie féminine, ce serait une femme heureuse. Et je pense que si vous demandez à la plupart des femmes mariées qui sont complètement dépendantes de leur mari, il y en a très peu qui sont heureuses. Peut-être ne vous le diront-elles pas parce elles veulent sauver la face. Voilà. Mais il y en a beaucoup qui sont malheureuses. La main qui vous nourrit, c'est la main qui est capable de vous affamer. Et se mettre dans une situation de dépendance financière vis-à-vis d'un homme ne conduira à rien de bon. Lorsque nous regardons de plus près les chiffres que j'ai abordés avec vous tout à l'heure, lorsque je vous dis qu'à l'âge de 25 ans, au moment où nous arrivons sur le marché du travail, au moment où les hommes et les femmes finissent leurs études et arrivent sur le marché du travail, eh bien, ils gagnent sensiblement les mêmes sommes. L'écart est de 4%, donc c'est minime. Mais cet écart va avoir tendance à se creuser avec le temps. Donc c'est à 25 ans que vous devez véritablement, mesdames, tracer la trajectoire de votre vie. C'est à 25 ans que vous devez envisager avec précision votre carrière et votre vie familiale. C'est à 25 ans que vous devez avoir des exigences lorsque vous rencontrez un homme.
C'est à 25 ans que vous devez comprendre qu'il ne faut absolument pas aspirer à être une femme au foyer, qu'il ne faut absolument pas aspirer à être une femme au foyer sans activité du moins, sans ressources financières. Ce n'est absolument pas un privilège, c'est un risque. C'est un risque énorme que vous prenez. D'accord? En réalité, les femmes commencent à aspirer à être des femmes au foyer, des mères au foyer, parce qu'elles n'arrivent pas à progresser au travail. Peut-être que je me trompe hein, sur les raisons, vous me direz en commentaire si je me trompe sur les raisons. Les femmes commencent à aspirer à être des femmes au foyer parce qu'elles n'arrivent plus à progresser d'un point de vue professionnel, parce qu'elles ne gagnent pas grand-chose. Elles ne gagnent pas grand-chose, elles gagnent très peu d'argent comparé aux hommes, et lorsqu'elles arrivent à la maison, elles ont l'impression de devoir gérer ce n'est pas qu'une impression d'ailleurs, hein, parce que c'est ce qu'elles font. Elles gèrent le ménage, elles gèrent les enfants, elles gèrent le ménage, elles gèrent les enfants, elles gèrent absolument tout dans la maison pendant que le monsieur met les pieds sur la table. Et donc, comme elles ont l'impression de devoir courir dans tous les sens, elles finissent par se mettre elles-mêmes dans une situation de servitude. C'est une servitude en fait choisie. Elles choisissent de se mettre dans une situation de servitude parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Plutôt que finalement d'exiger de leur époux qu'il participe également aux tâches ménagères, parce qu'après tout, il habite dans cette maison, il pourrait quand même faire accomplir les tâches ménagères au même titre que sa femme. Elles vont préférer voilà, rester à la maison, ne juste rien payer, se faire offrir le gîte et le couvert en échange voilà, d'une vie de servitude. Voilà, je le dis comme ça parce que c'est ce que c'est en fait. Vous êtes là à vous farcir toutes les tâches ménagères, tout simplement parce que votre mari vous offre le gîte et le couvert. Vous êtes là à gérer toute seule les enfants, à courir dans tous les sens, tout simplement parce que votre mari vous offre le gîte et le couvert. Vous n'avez pas de congé payé, vous ne cotisez pas pour votre retraite, tout simplement parce que votre mari vous offre le gîte et le couvert. Et pendant ce temps-là, lui cotise pour sa retraite. Pendant ce temps-là, lui a un congé payé. Lui, quand il sort du travail, il ne pense plus au travail. Vous ne sortez jamais du travail parce que vous vivez là où vous travaillez. Ce mythe aussi de la femme entretenue et du pourvoyeur vient en fait conforter la position de l'homme. L'homme est toujours celui qui jouit, l'homme est un jouisseur en permanence. Pourquoi je dis cela? Parce que dans ce mythe du pourvoyeur, on fait comprendre donc aux femmes qu'elles doivent trouver un homme qui est capable de pourvoir à leurs besoins. D'accord? Mais en réalité, lorsque vous avez 25 ans et que vous arrivez sur le marché du travail, l'homme de votre âge ne peut pas être votre pourvoyeur. Il ne peut pas, parce qu'il gagne sensiblement les mêmes sommes que vous. Lorsqu'on met dans la tête des femmes qu'elles doivent trouver un pourvoyeur, on dit aux femmes indirectement qu'elles doivent aller chercher un homme plus âgé. Et lorsque les femmes vont chercher un homme plus âgé, l'homme plus âgé a accès à la jeunesse. Il a toujours accès aux femmes plus jeunes, parce que lui a un pouvoir financier. Donc en fait, l'homme est toujours dans une situation de jouisseur en permanence. Alors que si nous tendions vers plus d'équilibre dans la gestion du foyer, lorsque vous arrivez sur le marché du travail à 25 ans, il y a de fortes chances que vous ayez sensiblement le même salaire que votre conjoint. Voyez? Sauf si votre conjoint est dans un secteur qui rémunère mieux que le secteur dans lequel vous êtes, là, à ce moment-là, effectivement, il gagnera beaucoup plus que vous. Mais en réalité, lorsque vous arrivez sur le marché du travail à l'âge de 25 ans, l'écart de salaire est de 4%. Si vous prenez un homme de votre âge, il ne pourra pas jouer les pourvoyeurs pour vous. Il ne peut pas vous gagner les mêmes sommes que lui. Si on choisit d'équilibrer également la gestion du foyer, d'accord, vous pourrez évoluer également dans votre carrière. Vous pourrez continuer de gagner sensiblement les mêmes sommes que lui. Il aura moins de pouvoir de décision à la maison. Voyez? Lorsqu'on dit aux femmes qu'elles doivent absolument chercher un pourvoyeur, on les jette implicitement dans les bras des hommes beaucoup plus vieux qu'elles. Et encore une fois, ce sont les hommes qui ont accès à la jeunesse.
Parce que la femme de ce pourvoyeur, bon, je parle du pourvoyeur, ça peut être un sugar daddy ou tout simplement un pourvoyeur, bref, voilà, un pourvoyeur. Parce que en réalité, la femme de ce pourvoyeur, elle n'aura plus accès à la jeunesse. Elle n'aura pas accès à un homme plus jeune. Elle aura en tout cas beaucoup de difficultés à avoir accès à un homme plus jeune. Parce qu'il faut un pouvoir financier. D'accord? La jeunesse, il faut dire ce qui est, s'achète à coup de pouvoir financier. Un homme plus vieux a accès la plupart du temps à une femme beaucoup plus jeune parce qu'il est capable de l'entretenir. S'il ne pouvait pas l'entretenir, il n'aurait pas accès à elle. Mais la femme, elle, qui est plus âgée, étant donné qu'elle a donné la vie, qu'elle a pris des congés maternité, des congés parentaux pour que ce vieil homme, cet homme pourvoit, qui va se jouer les pourvoyeurs pour une femme plus jeune, puisse avoir la stabilité financière et le pouvoir financier qu'il a, elle, cette femme, n'aura pas accès à la jeunesse. Et donc, on va véhiculer les messages du genre, une femme à partir de l'âge de 30 ans, elle est périmée, une femme qui a des enfants est périmée, une femme qui a des enfants est ceci et cela. Tout cela, pourquoi? Pour que l'homme ait toujours accès à plus de jeunesse. Un homme qui est plus âgé, oh, il est plus mature. Un homme qui est plus âgé, oh, il a plus de pouvoir financier. Donc cet homme a toujours accès à plus de jeunesse. On a mis dans la tête des femmes que les hommes ne deviennent matures que lorsqu'ils deviennent plus vieux. On a mis dans la tête des femmes qu'elles sont plus matures que les hommes. Vous n'êtes pas plus matures qu'eux, mesdames. C'est le fruit de l'éducation. C'est le fruit des inégalités structurelles qui commencent dès l'éducation. Pour combien de mères, il est tout à fait normal de dire à leur fille: comment peux-tu rester dans la maison alors que la cuisine est dans un sale état? Est-ce que ces mères iraient dire la même chose à leur fils? Non, je ne crois pas. Donc, dès le plus jeune âge, on remplit la tête des jeunes filles des tâches ménagères. Voilà, des tâches qu'on peut tout à fait déléguer. On dit aux jeunes femmes, la maison doit toujours être propre. Si la maison n'est pas propre, c'est de ta faute. C'est de toi dont on va se moquer si la maison n'est pas propre, jamais de l'homme. Donc la femme, quand elle va à l'école, quand elle travaille, dans sa tête, dans un coin de sa tête, elle sait que si sa maison n'est pas propre, c'est d'elle dont on va se moquer, pas de son mari. Et donc, comment, en ayant toutes ces informations, des femmes peuvent-elles encore aspirer à se mettre dans une situation de dépendance financière vis-à-vis des hommes? Moi, je trouve cela incroyable. Les femmes disent: je ne ferai pas de 50-50. Mais mesdames, si vous êtes une femme au foyer, si vous êtes seule à gérer le foyer, à gérer les enfants et que votre mari ne fait que payer les factures, vous êtes dans du 50-50. Vous êtes même dans du 80-20. Vous êtes dans du 80-20. C'est une illusion, le paiement des factures. D'accord? Parce que même si vous n'étiez pas dans cette maison, il lui faudrait un toit sur la tête. Donc il paierait cette facture. Il paierait la facture de son loyer. Il paierait pour sa maison. Si vous n'étiez pas là, il lui faudrait quand même vivre dans une maison propre. Donc, il paierait quelqu'un pour faire son ménage. Ou il le ferait tout seul. Demandez-vous toujours. Moi, je dis toujours aux femmes qui me disent: oui, mais moi, je gère le foyer, je ne paye rien à la maison, je suis une princesse. Vous n'êtes pas une princesse. Certaines me disent: je suis une reine, vous êtes la reine des chiffons. Je suis désolée. Je suis désolée de le dire comme ça, vous êtes la reine des chiffons. Vous n'êtes pas la reine. Si vous êtes toute seule à courir dans la maison, à nettoyer, à vous assurer que la maison soit propre et que ce monsieur, quand il revient à la maison, met les pieds sur la table, vous êtes la reine des chiffons. Parce que s'il devait payer quelqu'un pour accomplir toutes les tâches que vous accomplissez, ça lui coûterait beaucoup plus cher que ce que vous lui coûtez. Vous ne lui coûtez rien. Vous lui coûtez juste un toit sur la tête, voilà, un toit sur lequel il vit lui-même. Vous lui coûtez quoi? Vous ne lui coûtez rien du tout. Vous êtes une main-d'œuvre bon marché pour votre époux. Et vous avez comme ça l'impression d'être privilégié parce que vous ne payez rien dans la maison. Moi, je dis toujours aux femmes, après, ça dépend aussi, hein, ça dépend de la carrière que vous aviez, ça dépend de votre métier. Pour certaines femmes, il est beaucoup plus intéressant d'aller travailler et de payer une femme de ménage que de rester à la maison à gérer tout cela. Si votre époux, c'est une question que j'adresse aux femmes, si votre époux devait vous payer pour que vous quittiez votre emploi, combien vous paierait-il? Pour que vous quittiez votre emploi et que vous restiez à la maison à gérer le ménage, à gérer les enfants, tout ça, combien vous paierait-il? Posez-vous cette question-là déjà.
Maintenant, si pour vous, c'est plus bénéfique de rester à la maison, libre à vous, vraiment. Je pense que toutes les femmes ne vivent pas dans la même situation. Il y a des femmes qui ont de grandes carrières, donc forcément, si un homme vous demandait de rester à la maison et qu'il devait vous payer pour que vous restiez à la maison, ça lui coûterait peut-être parfois son salaire. Donc à ces femmes-là, les hommes ne vont pas demander de rester à la maison. Et d'ailleurs, je pense que ces femmes-là, globalement, ne vont pas aspirer à rester à la maison. Il y en a certaines hein, qui aspirent à rester à la maison, mais qui vont trouver des moyens pour gagner de l'argent. Elles ne vont pas rester à rien faire, elles vont trouver d'autres moyens pour générer de l'argent. Mais vraiment, mesdames, posez-vous la question de savoir ce que vous coûtez à votre époux. Ce mythe du pourvoyeur, de la femme entretenue, c'est quelque chose qui est instillé depuis le plus jeune âge chez les femmes, notamment avec les contes de fées. Cendrillon, La Belle au bois dormant, Blanche-Neige, ce sont toutes des femmes qui attendent un homme pour sortir de leurs conditions. Elles sont maltraitées par leur marâtre, elles sont maltraitées voilà, elles sont maltraitées, malmenées par la vie, et donc c'est l'homme qui va venir les sauver. D'accord? Dans les contes de fées, l'homme va venir sauver ces femmes de la maltraitance qu'elles subissent, du mauvais traitement qu'elles subissent de la part de leur marâtre. Mais aujourd'hui, le pourvoyeur, c'est celui qui va sauver la femme du patron. D'accord? C'est celui qui va sauver la femme de la pression professionnelle. Mais en fait, le pourvoyeur moderne n'est même pas un pourvoyeur parce qu'en fait, il va vous sauver de, comment dire, il va vous sauver de la pression professionnelle, de la pression du monde du travail, il va vous sauver de votre patron, mais il va vous asservir à la maison. Donc en fait, il ne pourvoit pas. C'est tout simplement vous qui choisissez de vous convaincre dans votre tête que vous êtes dans une situation privilégiée. Mais en réalité, vous vivez dans la servitude. Alors, peut-être que je ne conçois pas très bien ce que les femmes entendent par pourvoyeur. D'accord? Peut-être que je ne conçois pas très bien ce que les femmes entendent par pourvoyeur, ce qu'elles entendent par être femme au foyer. Dites-le moi en commentaire si ma compréhension est biaisée, si ma compréhension n'est pas bonne. Dites-moi en commentaire ce que vous entendez, vous, par pourvoyeur. D'accord? Parce que pour moi, pour que le rôle de femme au foyer soit bénéfique pour une femme, elle doit percevoir un salaire. D'accord? Elle doit percevoir un salaire pour ce qu'elle fait à la maison. Votre mari doit avoir un compte URSSAF parce que vous devez également cotiser pour votre retraite. Lorsque vous travaillez pour votre patron, en réalité, ce que vous oubliez, c'est que le salaire que vous percevez, c'est un salaire net. Votre salaire net, dans votre salaire net, pour que vous arriviez à ce salaire net, pardon, il y a eu une déduction de 22% de charges salariales. Et pour que vous ayez ce salaire net, votre patron a payé 42% de charges patronales pour votre retraite, pour votre chômage, pour tout ça. Et je doute fort que lorsque vous courez dans tous les sens dans votre maison, vous ayez droit au chômage ou à la retraite. Vous n'y avez pas droit. Donc pour que ce rôle de femme au foyer vous soit bénéfique, il faudrait que votre conjoint vous verse un salaire et qu'il vous déclare auprès de l'URSSAF. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Nous savons toutes que ce n'est pas ce qui se passe. Pour continuer de maintenir les femmes dans cette situation de dépendance vis-à-vis des hommes, parce qu'il n'y a pas que la dépendance financière, c'est une dépendance également psychologique, parce que lorsque vous n'avez pas de pouvoir financier, vous avez très peu d'estime pour vous-même. Vous avez très peu d'amour propre, vous n'avez pas d'amour propre, vous n'avez pas de fierté. Et donc, pour maintenir les femmes dans cette situation de dépendance vis-à-vis des hommes, on a créé l'énergie féminine. Je ne dirais pas qu'on a créé l'énergie féminine, je dirais qu'on a tordu l'énergie féminine. Oui, on l'a tordue. Parce que dans l'imaginaire collectif, la féminité est encore beaucoup trop associée à la douceur, à la candeur, à la dépendance, à la discrétion, jamais à la puissance ou à l'ambition, jamais. C'est toujours la dépendance, la discrétion, la douceur. Faites-vous petite dans un coin, soyez belle et taisez-vous. Voilà, lorsque vous devenez ambitieuse, lorsque vous recherchez le pouvoir, lorsque vous voulez être puissante, on vous dit que vous avez une énergie masculine. Tiens donc, baliverne. Les injonctions sont claires. Une bonne femme, c'est une femme qui est discrète, qui ne dit pas grand-chose, qui ne vient pas bousculer le confort de l'homme.
qui prend soin des autres, qui fait passer les autres avant elle. Les injonctions sont claires là-dessus. Vous êtes une bonne femme si vous ne dites pas grand-chose à votre mari, si, et encore dans certaines cultures, vous êtes une bonne femme si vous tolérez ses infidélités. Vous êtes une bonne femme lorsque vous acceptez, si vous acceptez de prendre des coups sans jamais rien dire. Vous êtes une bonne femme si vous êtes discrète. Vous êtes une bonne femme si vous faites passer le bien-être de toute votre maison avant le vôtre. Vous êtes une bonne femme lorsque vous vous oubliez. Vous êtes une bonne femme lorsque vous ne menacez pas l'autorité et le confort de l'homme. Vous êtes une bonne femme, vous êtes dans votre parfaite énergie féminine, n'est-ce pas? Baliverne. Et c'est véritablement ce conditionnement qui crée ce mythe du pourvoyeur et de la femme entretenue qui serait reine de son foyer, mais qui en réalité ne serait que la reine des chiffons. Voyez, voilà. On vous fait croire qu'en étant une femme au foyer, vous êtes libérée de la pression du monde du travail, que vous allez être honorée pour ce que vous allez accomplir dans votre maison. C'est faux. C'est faux. Les hommes ne reconnaissent que très peu les efforts fournis par les femmes au foyer. Ils ne le reconnaissent que très peu. Parfois, ils ont même l'impression que vous ne faites pas grand-chose à la maison. Parce que pour eux, c'est tout à fait normal de rentrer dans une maison propre. C'est tout à fait normal d'avoir à manger sur sa table. C'est tout à fait normal. Donc, ils ne reconnaissent même pas ce que vous faites. Et ce modèle de femme au foyer vous fragilise, mesdames. Vous fragilise et vous dérobe votre autonomie, votre liberté d'action. Parce que le jour où ce pourvoyeur fantasmé décide de s'en aller pour une femme plus jeune, pour une femme qui n'a pas eu d'enfant, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous allez aller pleurnicher auprès du juge pour qu'il l'oblige à payer la pension alimentaire. Vous allez vous retrouver à vivre sous le seuil de pauvreté avec vos enfants parce que la plupart des hommes oublient leurs enfants lorsqu'ils divorcent. Et donc, cette infantilisation de la femme, parce que de mon point de vue, c'est de ça qu'il s'agit, c'est une infantilisation de la femme. Elle doit être douce, elle doit être petite dans un coin, elle doit être discrète, elle ne doit pas trop bousculer le confort et l'autorité des hommes, elle doit être belle et se taire. Donc cette infantilisation de la femme, finalement, l'éloigne des questions financières, puisque la femme ne paye rien. Vous savez, dans le rôle du pourvoyeur, la femme ne paye rien. Elle n'a aucune connaissance des factures. D'accord? Et donc, cette infantilisation de la femme l'éloigne des questions financières, si bien que beaucoup de femmes ne savent pas gérer leurs finances. Les questions financières sont complètement étrangères à certaines femmes. Vraiment, elles ne savent pas gérer leur argent, elles ne savent pas investir, elles ne savent pas gérer l'argent, tout simplement. Et c'est très dangereux. Ce qu'on ne dit pas aux femmes, c'est que la dépendance financière cache souvent des réalités bien plus sombres qu'on ne pourrait l'imaginer. Hmm. La dépendance financière peut rendre impossible le départ d'une relation toxique, par exemple. Il y a beaucoup de femmes qui restent mariées aujourd'hui à des hommes toxiques parce qu'elles n'ont pas les moyens d'aller ailleurs, parce qu'elles n'ont pas les moyens de quitter cet homme. Moi, je connais une femme qui était sur le point de divorcer, qui était allée jusqu'à divorcer. Elle voulait divorcer de son mari, qui était, il faut dire ce qui est, un goujat fini. Elle voulait divorcer de cet homme. Elle n'a pas pu divorcer parce qu'elle n'avait pas les moyens. Elle avait demandé une pension alimentaire et finalement, le juge aux affaires familiales avait révisé sa pension alimentaire à la baisse. Et lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas avoir tout ce qu'elle avait demandé, elle a finalement décidé de ne pas continuer après l'ordonnance de non-conciliation. Puisque finalement, après l'ordonnance de non-conciliation, il appartient à l'une des parties de poursuivre, c'est-à-dire de poursuivre la demande de divorce. Et cette femme n'a pas poursuivi sa demande de divorce parce qu'elle n'avait pas les moyens d'élever son enfant. Donc, la dépendance financière vous empêche parfois de quitter une relation toxique. C'est la réalité. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre qu'en 2023, 96 femmes en France sont mortes sous les coups de leur mari, de leur conjoint.
Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Voilà ce que peut faire la dépendance financière. Je ne dis pas que toutes ces femmes étaient dépendantes financièrement de leur conjoint, parce que parfois ces femmes sont celles d'ailleurs qui prennent en charge financièrement le foyer, mais bon, ça c'est encore d'autres raisons. Mais en tout cas, la dépendance financière peut vous empêcher de quitter une relation toxique. La dépendance financière peut vous empêcher de vous projeter. La dépendance financière réduit votre retraite. La dépendance financière vous éloigne des questions financières si bien que vous ne savez pas gérer vos finances. Et ça, c'est grave. Vous ne pouvez pas, mesdames, vous permettre de ne pas savoir gérer vos finances. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un rapport conflictuel à l'argent. Pas dans la société dans laquelle nous vivons. Pas dans cette société dans laquelle vous êtes moins bien payé que les hommes en ayant les mêmes diplômes qu'eux, en ayant les mêmes compétences qu'eux, tout simplement parce que vous êtes une femme. Pas dans cette société, mesdames, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas savoir gérer votre argent. C'est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. Beaucoup trop de femmes jettent leur argent dans des achats impulsifs, compulsifs. Il y a même des femmes qui considèrent le découvert comme un droit naturel. Mesdames, mesdames, concentrez-vous. On vous a fait croire que l'ambition, la rigueur budgétaire et l'investissement sont des traits masculins. C'est ce qu'on vous a fait croire. Pourquoi? Pour vous maintenir dans une situation de dépendance. Je vais vous faire une confidence, mesdames. La douceur et la candeur doivent être un choix. D'accord? J'ai fait une vidéo il y a quelques mois où je disais que j'étais la charge mentale de mon mari, mais c'est un choix. La douceur et la candeur doivent être un choix. Vous devez être capable de vous gérer toute seule. Vous devez être capable de gérer vos finances avec brio. Mais vous pouvez choisir, pour nourrir l'ego de votre conjoint, de jouer les candides. Vous pouvez faire ce choix. Mais pour faire ce choix, vous devez d'abord pouvoir. Pour faire ce choix, vous devez d'abord savoir gérer vos finances. Ensuite, vous vous permettrez d'être candide, vous vous permettrez d'être ingénu, vous vous permettrez d'être discrète, voilà. Mais vous savez gérer. Mais vous devez savoir gérer. Parce que maîtriser ses finances, c'est maîtriser sa vie en réalité. C'est se donner la possibilité de dire non, la possibilité de partir, la possibilité d'investir, de se protéger, de protéger ses enfants, la possibilité d'être un modèle de réussite, d'ambition, de rigueur pour ses enfants. Combien de femmes sont encore aujourd'hui mariées parce qu'elles le souhaitent? C'est une vraie question. Il y a beaucoup de femmes qui sont encore mariées aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'elles n'ont pas les moyens de s'offrir la vie qu'elles vivent avec leur conjoint, parce qu'elles savent que si elles sortent de là, elles vont se retrouver sous le seuil de pauvreté. Beaucoup de femmes sont encore mariées uniquement pour ces raisons. Et c'est bien triste de vivre de cette façon, parce que c'est véritablement passer à côté de sa vie. Alors, il y a également des femmes qui sont heureuses en ménage, qui sont mariées, qui sont très heureuses en ménage. Et il y a des mariages heureux, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis qu'il y a également des mariages de circonstances. Voilà. Et qu'il y en a bien plus qu'on ne pourrait le penser. Voilà. Tout ceci pour vous dire, mesdames, que la dépendance financière n'est pas un confort, c'est une prise de risque. C'est renoncer à une part de liberté, à sa sécurité fondamentale, à la capacité de dire non. Contrairement à ce qu'on voudrait vous faire croire, la dépendance financière n'est pas naturelle pour une femme, ce n'est pas féminin, ce n'est pas noble, d'accord? C'est en réalité le fruit d'un conditionnement ancien, transmis et intégré. Gouverner sa vie, mesdames, c'est surtout maîtriser ses finances. C'est d'abord maîtriser ses finances. Ainsi donc, mesdames, je vous invite à vous élever, à vous affirmer, à prendre les rênes de votre existence avec audace et grâce, y compris sur le plan financier. Car on ne peut pas être pleinement libre lorsqu'on est dépendant d'une personne financièrement.
Et cette liberté financière se construit, elle se cultive. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode dans lequel j'aborderai finalement les produits financiers et comment voilà, acquérir la liberté financière, comment en tout cas se mettre en marche pour acquérir la liberté financière. Donc, si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Quant à celles qui sont déjà abonnées, je vous remercie pour votre fidélité. Et si vous souhaitez approfondir le sujet que j'ai abordé aujourd'hui, celui voilà, de l'indépendance des femmes et de la dépendance financière comme quelque chose de construit et de culturel, de transmis et d'intégré, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous partage quelques ouvrages qui vont vous aider dans votre quête voilà, de la liberté, je dirais, intellectuelle, de l'autonomie intellectuelle et financière. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a éclairé ou bousculé, eh bien, partagez-la, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire. Et surtout, mesdames, prenez votre place avec audace et grâce. À bientôt.